Gale, Ondiarama, Aisoma, Wokena. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où il sera question de voir l'utilisation de GNU Linux. On va étudier de A à Z comment utiliser, comment travailler avec GNU Linux. Alors, qu'est-ce que c'est que GNU Linux exactement? Alors, c'est un système d'exploitation et ce qui vient dans la tête de la plupart des personnes qui ont vu un peu ce que c'est que l'informatique, quand on parle des systèmes d'exploitation ou OS, ils pensent directement à Windows. Alors c'est cette idée qu'il faut enlever dans la tête, puisque Windows n'est pas le seul système d'exploitation qui existe, non plus le meilleur. Alors l'idée sera là de vous montrer qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation qui existent et qui sont mieux, notamment GNU Linux. Alors, pourquoi on peut se poser cette question qui est légitime? Pourquoi choisir GNU Linux au lieu de Windows, qui est le plus utilisé quand même en ce moment? Alors, dans cette première vidéo, qui est une vidéo introductive, je vais vous montrer les causes ou pourquoi il faut abandonner complètement Windows au profit de GNU Linux. Alors, voici quelques problèmes avec Windows. Bon, ceux qui ont des systèmes d'exploitation Windows, ils le savent. Il y a beaucoup de mises à jour. Windows, il a besoin de faire des mises à jour tout le temps. Et ces mises à jour sont très volumineuses et c'est obligatoire. Donc, ceci cause beaucoup de problèmes, surtout pour ceux qui n'ont pas une connexion Internet qui est fiable ou qui est un peu rapide, comme chez nous en Afrique, précisément en Guinée. La connexion n'est pas trop efficace. Donc, pour pouvoir télécharger une mise à jour qui est assez volumineuse, c'est très difficile. Et ceci, vu que c'est obligatoire, ça crée d'autres problèmes. Vous allez voir dans les parties qui suivent que réellement ces mises à jour sont importantes. Donc, quand on ne met pas son ordinateur à jour, ça peut créer des problèmes, notamment quand on se connecte à l'Internet et d'autres, parce qu'on est exposé à certaines failles. Alors, quand il y a ces mises à jour, après avoir fait la mise à jour, l'ordinateur est obligé de redémarrer. Donc, moi, par exemple, qui me débrouille un peu en programmation, quand je suis en train de programmer et que mon ordinateur me dit il faut mettre à jour, quand j'avais Windows, bien sûr, il faut mettre à jour, je disais, bon, après, tout le temps après, et il m'attendait au bon moment, parce que mon ordinateur, il plantait des fois, il attendait au bon moment, et paf, ils me récupèrent et ils disent, bon, on ne passe pas. Et il met obligatoirement mon OS à jour. Et ça, c'est parce que là où je suis, il y a la connexion. Donc, ça peut empêcher mon travail. Je suis là pour produire. Donc, lui, il m'empêche. Parce que quand les mises à jour commencent, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, quand ça commence, je prends mon ordi, je mets à côté, je le laisse faire là-bas. Donc, et puis, il redémarre. On a même un problème, à chaque fois qu'on démarre l'ordinateur, il se peut qu'on prenne beaucoup de temps avant que l'ordinateur ne soit vraiment fonctionnel, parce qu'il a besoin de faire des mises à jour et tout. Donc chez nous, en Guinée, ça c'est un gros problème, parce qu'on n'a pas une bonne connexion. Donc ça peut empêcher certaines personnes de bien travailler. En plus de ça, ce qui rend le système d'exploitation Windows non fiable, c'est la collecte des données. Vu que le code source de Windows n'est pas accessible au grand public, Windows, à chaque fois qu'il détecte une faille de sécurité, il donne cette faille d'abord à la NSA qui va par la suite, qui va analyser ceci, qui aura surtout les failles et puis après, avant de corriger. Donc d'autres diront, ah oui, c'est un peu complotiste parce que en ce moment, tous ceux qui font des réflexions vraiment sur différents sujets, on leur traite de complotistes. C'est pourquoi j'ai fait des recherches et il y a un site qui parle de ceci. Vous pouvez partir sur ce site et vous verrez réellement quelques explications sur le fait que Windows transmette les failles de sécurité à la NSA, qui est le service de renseignement des États-Unis, avant de faire des corrections. Alors, ça cause des problèmes chez nous, puisque vu que nous, on n'a pas de connexion, dans ce cas, on ne fera pas de mise à jour et notre ordinateur est du coup vulnérable. Et surtout au niveau des États, c'est un gros problème à ce niveau. Parce que si un État
a son système d'exploitation qui est sous Windows, ça peut créer des problèmes parce que Windows appartient à Microsoft qui est aux États-Unis. Si les Américains ils ont besoin d'une information, Microsoft il est obligé de donner ces informations à l'État. Contrairement à Linux, à GNU Linux qu'on va voir tout à l'heure là. Alors, après ces collectes de données qui est quand même importante, on a les virus. Les virus existent sous tous les systèmes d'exploitation. Mais pour Windows, il y a un cran. Il y a un cran en plus parce que Windows, ça c'est dû à différents aspects. Le premier aspect, pardon, le premier aspect, c'est au niveau de l'installation. L'installation des logiciels. Vu que les logiciels se trouvent un peu partout, sur tous les sites, donc on les récupère un peu partout. Il se peut que ces logiciels soient la version modifiée et du coup il y a des malwares et des logiciels espions qui sont mis dans ces logiciels. Vu que nous, la majeure partie des personnes qui ne connaissent pas l'informatique, même ceux qui connaissent, ils n'ont que l'exécutable. Ils ne peuvent pas étudier le programme pour savoir ce que le programme fait. Donc, c'est le problème des logiciels propriétaires parce qu'on ne peut pas savoir ce que le programme fait. Il se peut que les programmes envoient des données à un tiers, à une personne ou à un gouvernement. On ne le sait pas. Donc, Windows est exposé au virus parce que il n'y a pas un centre où on part récupérer des logiciels. D'autres me diront, oui, sur Windows 10 par exemple, il y a un endroit où réellement les logiciels qui sont bien triés sont dans Windows. Le store de Windows, on peut installer. Mais même ça, aussi, on ne trouve pas tous les logiciels là-bas. Et les gens, ils ont besoin de certains logiciels qui ne sont pas là-bas. Ils sont obligés de partir sur Internet. Alors, ça, c'est un premier point. Et d'autres diront, ah oui, il y a des antivirus. Sauf que les antivirus, d'abord, c'est payant. Et de deux, les antivirus ne voient pas tous les virus. Windows, sur le plan des virus aussi, des virus et des attaques au niveau de la sécurité toujours. Quand on utilise Windows, l'installation des logiciels, tout le monde peut le faire. Bon, si quelqu'un prend des précautions, il met un antivirus, il regarde sur quel site il se rend, il prend des précautions qu'il faut pour pouvoir éviter les virus. Si une personne a accès physiquement à son ordinateur, peut installer des logiciels même s'il n'est pas autorisé. Puisqu'il suffit d'appuyer sur OK pour pouvoir autoriser l'installation des logiciels. Donc c'est comme ça sur la plupart des ordi qui sont sous Windows. Donc ça aussi c'est un gros problème. Si quelqu'un prend votre ordinateur en contrôle à distance ou autre, il peut installer tous les logiciels qu'il veut. Il n'a pas une barrière qui lui permet qui l'empêche d'installer un système d'exploitation, un virus ou un logiciel malware ou un cheval de Troie. Donc, à ce niveau, on a dit tout à l'heure là, on aime exposer aussi aux institutions influentes comme la NSA et autres. Donc, la plupart des logiciels propriétaires ont ces problèmes-là. Parce que nous qui exécutons ces logiciels, on ne sait pas comment ils sont utilisés. Et enfin, je vais parler d'un dernier point qui est l'assujettissement. L'assujettissement, c'est que vu que nous, on ne fait que exécuter le programme, on ne sait pas comment il est fait. Donc, ceux qui ont programmé, c'est eux qui nous commandent. Au lieu que nous, on commande les programmes, c'est les programmes qui nous commandent. Parce qu'ils nous disent ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc, du coup, on ne peut pas modifier pour adapter à nos besoins. Donc, à ce niveau, je vais donner un parallèle. Je vais faire un parallèle avec une personne qui va au niveau de la pâtisserie pour acheter du pain ou un gâteau. Donc, quand il va à la pâtisserie, il y a deux cas de figure. Soit le pâtissier qui est là, il est gentil, il vend non seulement le gâteau, mais il lui donne aussi la recette pour préparer le gâteau. Donc, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, il donne le gâteau sans donner la recette. Quand on lui demande, il dit non, ça c'est privé, c'est moi qui sais comment le faire et personne n'a le droit de le savoir. Le premier cas, il peut modifier. Par exemple, il aime le gâteau, mais il y a un détail qu'il n'aime pas, il peut modifier. Mais le deuxième cas ne peut pas parce qu'il n'a pas la recette. Donc Windows, c'est ce qu'il nous fait. Il nous donne un gâteau et nous dit de manger.
Mais on ne sait pas la composition du gâteau. Peut-être il y a des trucs, il y a des choses qui sont là-dedans qui ne sont pas bonnes pour notre santé, mais on s'en fout. Il faut manger, c'est tout ce qu'on sait. Alors, et la recette? Non, 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 on ne va pas te donner la recette, c'est tout. Donc, Windows nous donne l'exécutable, mais il ne nous donne pas le code source. Comment le programme Windows est créé, il ne nous montre pas ça. Donc, s'il y a des failles, c'est notre problème. Hein? Ils peuvent, même si une autre personne ne peut pas nous pirater, mais eux, ils peuvent nous pirater. Parce qu'on a accepté même qu'ils nous piratent. On a accepté en acceptant la licence et tout. Tout est dit là-dedans. Donc, ça, c'est un gros problème. Voici quelques problèmes au niveau de Windows. Il y a d'autres aussi qui sont énormes, qui sont beaucoup, mais on va se limiter là. Quand je vais parler des avantages de Linux, de GNU Linux, vous allez voir réellement ce qui manque à Windows. Alors, on peut se demander, et alors, et Linux? GNU Linux, c'est un abus de langage de dire Linux. Je vais vous expliquer cela après. Pourquoi utiliser alors GNU Linux? La première des choses, c'est la performance. Par rapport à l'architecture de ce système d'exploitation, il est beaucoup plus performant par rapport à Windows. Donc, la performance, déjà, ça, c'est assuré. Le deuxième point, c'est la sécurité. On a pris beaucoup de temps au niveau de Windows pour expliquer cela. Alors, qu'est-ce qui rend le système d'exploitation GNU Linux beaucoup plus sécurisé que Windows? Il y a différents points à cela, parce qu'on a dit que tous les systèmes d'exploitation sont vulnérables. On ne peut pas dire qu'il y a un système d'exploitation qu'on ne peut pas attaquer, ce n'est pas possible. Mais Linux a un niveau de sécurité beaucoup plus élevé, parce qu'on a tenu compte de la sécurité dès le début, contrairement à Windows. Alors, le premier point, c'est la séparation claire d'abord des privilèges. Ça veut dire, un utilisateur simple, quelqu'un qui vient, il prend votre ordinateur, il se connecte dessus, il ne peut pas installer, il ne peut pas faire certaines actions. Pourquoi? Parce que ces actions sont liées uniquement à un super administrateur. Il y a un mot de passe pour cela, c'est seul l'administrateur qui connaît ça. Donc n'importe qui ne peut pas installer un logiciel sur votre ordinateur. Même quelqu'un prend le contrôle de votre ordinateur, il ne peut pas installer un logiciel sur votre ordinateur parce qu'il n'a pas le droit. Donc, il y a une séparation claire des privilèges. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est une première couche de sécurité. Une autre sécurité, c'est au niveau des fichiers. Parce que tout ce qui est programme et autres se trouve au niveau des fichiers. Quels sont les droits sur les fichiers? Ça aussi, c'est clairement défini au niveau de Linux. On a les droits d'exécution, le droit de lecture et les droits de modification. Donc, on peut dire, bon, tous les utilisateurs ont le droit d'exécuter ce programme, ils ne peuvent pas les modifier, ils ne peuvent pas ainsi de suite. Donc, du coup, ceci permet de mettre une autre couche de sécurité au niveau de GNU Linux. Par exemple, on peut se dire exécuter tel programme qui est quand même un peu sensible au niveau de mon système d'exploitation. C'est seul l'administrateur qui a le droit. Donc, dans ce cas, quiconque vient sur votre ordinateur pour pouvoir faire quoi que ce soit qui est mauvais, on va lui bloquer parce qu'on va directement lui demander le mot de passe, notamment l'installation des logiciels. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis sous Ubuntu. Quand on prend le gestionnaire de logiciels qui est là, bon, qui s'appelle Ubuntu Software, voilà, c'est ça, Ubuntu Software. Quand on veut installer un logiciel, par exemple, si je prends Sublime Text pour pouvoir installer, pour pouvoir développer. Alors, je vais installer ceci, je clique ici, par exemple, il faut mettre le mot de passe de l'administrateur, sinon on ne passe pas. C'est pas possible du tout. Donc, si je mets un mot de passe erroné, ça ne va pas passer. Donc, pour pouvoir installer un logiciel, c'est un exemple parmi d'autres, un logiciel sous Linux, il faut avoir les droits. Donc ça c'est un exemple de sécurité qui permet quand même de diminuer le risque d'exposition de votre système d'exploitation aux pirates. Donc après cela, on a les gestionnaires des paquets. Ceci aussi permet d'avoir un serveur des serveurs qui sont reconnus par le système d'exploitation où on va partir récupérer les différentes packages, les packages pour pouvoir l'installer sur notre ordinateur, les logiciels si vous voulez. Donc ceci fait que
on est sûr de la provenance des différents logiciels qu'on installe sur notre ordinateur. Donc, il ne peut pas y avoir d'intrusion des pirates qui viennent pour mettre des malwares, des cheval de Troie et autres. Donc, vu que un des points aussi de la sécurité, vu que le système d'exploitation GNU Linux est libre et open source, ceci fait que ceux qui créent des distributions ne peuvent pas mettre des programmes qui permettent de dérober certaines informations de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que c'est à la disposition de tout le monde. S'ils le mettent, il y a d'autres programmeurs et développeurs qui vont le voir. Donc, ça sera une sorte de... On va discréditer ces différentes entreprises qui créent cela. Donc, c'est open source et ceci permet aussi de corriger des bugs rapidement, puisqu'il y a des millions de personnes qui développent ces systèmes d'exploitation et c'est ce qui fait même qu'il y a plusieurs distributions actuellement dans différents domaines. Donc, au niveau de la sécurité, on va se limiter à ce niveau. Au niveau de la personnalisation, il faut savoir que on sait déjà sous Windows, il n'y a qu'une seule interface graphique, interface de bureau ou environnement de bureau qui est Windows Shell. Windows Shell est le seul interface. Si vous prenez Windows 10, même si vous prenez 1000 machines de Windows 10, ça sera le même environnement de bureau. Sauf contrairement à GNU Linux, on a le choix entre d'énormes environnements de bureau et tous ces environnements de bureau ont leur spécificité. Par exemple, ce qui est là, c'est GNOME. Bon, par exemple, mon Ubuntu fonctionne sous GNOME, voyez-vous. Donc ici, on peut faire sortir les logiciels qui sont là, hein, et ainsi de suite. Les logiciels qui sont là, ça c'est un environnement de bureau. Alors, il y a, à part de GNOME, il y a KDE aussi qui existe. Ça c'est Linux Mint, ça c'est une autre distribution. Donc KDE. Après, il y a un autre aussi qui est Xfce. Moi, je l'appelle comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça on prononce. Mais lui aussi, c'est comme ça il se présente. Donc, vous avez le choix entre différents environnements de bureau avec lesquels vous êtes à l'aise. Alors, on va continuer sur l'apprentissage. Vu que Guinness School, déjà, on se base sur l'apprentissage, on va un peu expliquer quel est l'intérêt d'apprendre GNU Linux aux élèves et étudiants plutôt que de leur apprendre Windows. Déjà, on a dit que Windows infantilise les utilisateurs et ne leur permet pas d'apprendre. Il leur donne le gâteau qui est tout fait, mais ne leur montre pas comment faire le gâteau. Alors, ceci est un problème. Et même si vous voyez, chez nous, en Afrique, précisément en Guinée, on n'a pas pu participer à la première révolution qui a été la révolution industrielle, c'est parce que les industries avaient les méthodes de fabrication qui étaient en code, qui étaient secrets. Tout le monde n'avait pas accès à ces informations. C'est ce qui fait que nous, qui n'étions pas dans la course, on n'a pas pu rattraper. Mais contrairement au numérique, à cette révolution du numérique, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc, on peut avoir accès au code source. Mais Windows ne nous permet pas cela. C'est pourquoi il est absurde d'apprendre aux enfants Windows et croire qu'on est en train de leur apprendre de l'informatique. Non, ceci est une arnaque. C'est pas vrai. Apprendre Windows, c'est pas apprendre de l'informatique. Parce qu'on ne saura rien de l'informatique en apprenant Windows. C'est juste un logiciel qu'on apprend. C'est pas parce qu'on a appris un logiciel qu'on a appris l'informatique. Ça n'a aucun sens. Pardon. Donc, au niveau de l'apprentissage, il faut qu'on met l'accent sur GNU Linux. En fait, l'accessibilité au code source permet aux étudiants et élèves de savoir comment ces systèmes fonctionnent. Pourquoi, quand je veux créer ce dossier, c'est comme ça il faut faire. Comment il fonctionne, comment il fait cela. Ceci permet d'accroître la créativité et de permettre aux élèves et étudiants de mettre en place leur propre système d'exploitation au plus tard quand ils auront
assez de connaissances dans ce domaine. Mais même si vous passez 1000 ans en train d'utiliser Windows, vous n'aurez aucune connaissance sur comment Windows fonctionne réellement en arrière-plan. Mais avec GNU Linux, ceci est possible parce qu'on met non seulement le gâteau qui est le système d'exploitation GNU Linux, une distribution plutôt de GNU Linux, mais aussi on vous montre comment on fabrique ce gâteau. Donc dans ce cas, ça facilite l'apprentissage et ça permet aux élèves d'apprendre au mieux comment apprendre à utiliser ces systèmes d'exploitation. Donc, au niveau de l'apprentissage, ceci est primordial. Il faudrait que les écoles, les centres de formation mettent l'accent sur l'apprentissage de GNU Linux et vraiment bannissent Windows. Windows peut être appris juste pour s'amuser ou faire autre chose, mais pas pour apprendre l'informatique, ça n'a aucun sens. Alors, on va passer sur ceci. On va parler de la gratuité et de l'accessibilité. Donc, la plupart des systèmes d'exploitation GNU Linux sont gratuits et accessibles à tout le monde. Vous pouvez trouver les systèmes, les distributions GNU Linux qui sont payants, mais même ceux qui sont payants, là, vous pouvez trouver leur version gratuite. Donc, c'est toujours possible parce que les logiciels qui sont en licence libre, ils ont certaines contraintes qui ont été définies, bien sûr, par le grand Richard Matthew Stallman, qu'on va voir tout à l'heure, qui a mis les bases de logiciels libres, qui est différent des logiciels open source. Parce qu'il y a de l'arnaque à ce niveau aussi. Parce que partout où on met quelque chose d'efficace, l'être humain aimerait le changer et faire quelque chose qui lui plaît et pour profiter des autres. Alors, GNU Linux respecte la vie privée de tout un chacun de nous. Donc, il n'exploite pas nos données. Tout ce qui est fait sur le système d'exploitation est clair et tout le monde le sait. Même si toi qui ne connais pas la programmation, l'informatique, qui ne connais rien, il faut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers et des milliers de programmeurs qui utilisent et qui savent comment fonctionnent ces systèmes d'exploitation, qui ont vérifié et qui sont sûrs réellement qu'il n'y a pas d'arnaque derrière, il n'y a pas d'utilisation des données à votre insu. Au niveau de la stabilité aussi, c'est très intéressant parce que GNU Linux est un système d'exploitation très très stable. La preuve est que c'est le système qui est le plus utilisé au niveau des serveurs. On a l'écosystème aussi, c'est-à-dire tout ce qui tourne, la communauté et tout. Quand on a des difficultés sur l'utilisation de GNU Linux, on trouve facilement de l'aide. Et parmi ces aides, par exemple, je vous cite un exemple que moi j'ai aimé quand même, qui est ubuntu-fr.org. Donc à ce niveau, vous pouvez trouver toutes les aides que vous avez besoin. Il y a le forum ici pour pouvoir demander de l'aide à d'autres personnes. Si vous avez des difficultés, vous trouverez tout de suite des solutions. Il y a une grande communauté qui est là autour de ces logiciels open source et libres. Et dans ce cas, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Alors, après, si on peut se dire, GNU Linux, c'est pour les pros. En plus, c'est en ligne de commande. C'est ça que la plupart des personnes disent, que ce n'est pas pour les débutants. Même je parlais avec un ami il y a de cela quelques temps, c'est ce qu'il m'a dit. Mais sauf que ça, c'est des idées reçues. Il parle vraiment du début des choses. Mais actuellement, personne n'a d'excuse de rester sur Windows. Parce que Windows exploite les utilisateurs. Il exploite les utilisateurs et ceci, tous ceux qui acceptent d'utiliser des logiciels non libres, réellement donne du pouvoir à ces personnes de nous exploiter. Et non seulement ils se font de l'injustice, mais ils font de l'injustice à d'autres personnes aussi, à leurs voisins et autres. Comment cela? On peut se demander, par exemple, quelqu'un qui utilise, Zoom ou un autre logiciel propriétaire qui est, Skype par exemple, quelqu'un qui utilise ça, avec celui dont il communique, ce dernier est obligé d'utiliser Skype aussi, qui est un logiciel propriétaire qui fonctionne, on ne sait pas comment.
Et dans ce sens, il encourage non seulement ses exploiteurs de continuer à exploiter les gens, mais il incite les autres aussi à se faire exploiter. Donc, il est important que chacun sache qu'il n'y a aucune excuse maintenant de se dire, ah oui, je n'utilise pas Linux parce que c'est sophistiqué. Parce que si vous aimez par exemple l'interface de Windows, il y a des distributions comme Charlotte OS qui ont créé c'est-à-dire un système d'exploitation qui a l'interface identique à Windows. Quand vous le voyez, vous allez dire que c'est Windows, mais ce n'est pas Windows, c'est Charlotte OS. Et vous voyez, regardez l'image qui est là, c'est vraiment joli pour ceux qui aiment l'interface de Windows. Moi, personnellement, je n'aime pas. Alors, ceux qui aiment plutôt Mac OS et autres, il y a Elementary OS qui a l'interface identique à Mac. Vous pouvez dire, ah, ça ne me plaît pas trop. Il y a un autre aussi, hein? GNU Mac, qui a la même interface que Mac. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver sous Linux. Parce que la connaissance, lorsqu'elle est à la disposition de tout le monde, ça accroît de façon exponentielle. Donc, il n'y a plus d'excuses pour qui que ce soit pour dire que, ah non, je n'ai pas de connaissances sur les terminaux, sur les terminaux, je ne sais pas comment on saisit les lignes de commande. Et on va voir même ça aussi, les gens mystifient ceci. C'est pas du tout difficile, vous allez voir, c'est très simple. Quand on va parler des lignes de commande, parce que c'est intéressant, c'est ce qui fait aussi la beauté de Linux. Alors, on va introduire maintenant un peu l'historique de Unix à GNU jusqu'à Linux. Alors, Unix déjà a existé bien avant GNU. Unix est un système d'exploitation qui a été mis en place par Ken Thompson, qui travaillait au niveau des laboratoires Bell aux États-Unis, et lui, il a mis Unix en place. Mais le problème est que Unix n'était pas portable. Donc, il y a un autre informaticien qui est Dennis Ritchie, qui a créé le système d'exploitation C. Et à travers ce système d'exploitation, ils se sont unis pour pouvoir donner Unix. Unix qui est maintenant portable et qui est écrit en C. Mais on ne va pas s'attarder dessus. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que Richard Matthew Stallman, notre grand figure, le grand figure des logiciels libres, s'est basé sur Unix pour pouvoir mettre en place GNU. Alors GNU, qu'est-ce que ça signifie? C'est juste de la récursivité qui signifie GNU is not Unix. C'est-à-dire GNU n'est pas Unix. Donc, pourquoi GNU n'est pas Unix? Parce qu'il y a différentes philosophies qui se trouvent derrière Unix, qui nous permet aujourd'hui de créer des milliers, des centaines de distributions, de plusieurs centaines de distributions de GNU Linux aujourd'hui. Alors, GNU, c'est un système d'exploitation qui a existé, bien sûr, qui existe jusqu'à présent. Mais ce système d'exploitation avait un problème qui était que il n'a pas de noyau. Le noyau, il avait besoin du noyau. Le noyau, si vous voulez, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui attribue les actions à différentes composantes de l'ordinateur. Donc, c'est ce qui manquait. Il y avait un noyau qui était bien sûr en développement, qui était le hard, mais le hard a eu un problème de développement. Mais GNU, à travers Richard Stallman, il a mis en place une fondation qui est Free Software Foundation, qui est une fondation qui accompagne les logiciels libres et qui permet de financer bien sûr les différents projets de GNU. Donc, à travers la licence GPL, General Public License, cette licence qui est à sa version 3 actuellement, qui permet une indépendance totale et qui permet de garantir la liberté de tous les logiciels qui sont sous licence libre. Parce qu'il faut faire la différence entre, bien sûr, libre et open source. On va parler de ça tout de suite là. Mais voici les 4 libertés d'un logiciel libre qui fait que le logiciel libre est différent de tous les autres logiciels. Et ces 4 libertés, vraiment, j'y tiens à ces libertés parce que c'est indispensable, même au niveau de la connaissance. Nous, notre philosophie au niveau des Guinness School, c'est que la connaissance doit être accessible à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir accéder à la connaissance et l'utiliser comme il veut, à bon escient bien sûr. Donc, parmi les libertés que
Richard Matthew Stallman, communément appelé RMS, c'était quoi? La première, c'est la liberté zéro, qui est le droit d'exécuter le programme. Tout le monde a le droit d'exécuter un programme open source. Et ceci à n'importe quel usage. Que ce soit à usage individuel ou dans une entreprise, vous pouvez exécuter un programme libre, un logiciel libre, autant de fois que vous voulez. Contrairement aux logiciels privateurs comme Windows, vous ne pouvez pas. Si vous achetez une licence, c'est uniquement pour une machine. Vous voulez l'installer sur une deuxième machine, il faut acheter une autre licence. Si vous voulez à l'échelle d'une entreprise, il faut acheter une licence spécifique à cela. Mais avec GNU Linux, il suffit d'avoir une seule distribution, c'est-à-dire une seule image ISO et l'installer sur autant d'ordinateurs que vous voulez. C'est ce qui est formidable, c'est cette première liberté. Par exemple, chez nous, les gens n'ont pas assez de moyens. Comme les logiciels sont libres et tout, vous pouvez uniquement l'acheter si c'est payant. La plupart du temps, c'est libre, c'est gratuit. C'est pas payant. Mais si c'est payant, par exemple, supposons que c'est 100 000. Une seule personne peut acheter et le partager parmi 100 personnes. Donc, ça va revenir à 1000 francs chacun. Guinéen, je vais dire bien sûr. Donc, ceci facilite l'accessibilité au programme, l'exécution du programme par tout le monde. La deuxième liberté, tout le monde a le droit d'étudier, de modifier le programme sous forme de code source. Donc Windows nous donne l'exécutable, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1, mais ne nous donne pas le code source. Et c'est le code source qui permet au programmeur de savoir comment le programme est fait, quelles sont les fonctions qu'il fait. Mais l'exécutable, c'est une suite de 0 et de 1, on ne peut pas le savoir. Donc, les licences libres, ici GPL, il y a d'autres licences libres qui ne sont pas GPL, nous permet d'étudier le programme, de savoir comment il est fait, de le modifier. Il y a cette liberté qui est garantie. La troisième liberté, c'est la liberté 2. C'était quoi? C'est tout le monde a le droit de distribuer la copie exacte du programme principal. Ça veut dire vous prenez un Debian, vous pouvez le redistribuer comme vous voulez. Et la dernière liberté, tout le monde a le droit de redistribuer les versions modifiées. Voici les 4 libertés qui sont autour des logiciels libres. Et c'est très important de comprendre ces 4 libertés parce que ça permet de garantir la liberté des logiciels libres. Parce que d'aucuns peuvent se dire, ok, comme c'est libre, moi je l'ai, je vais le privatiser. Non, avec un logiciel libre, on ne peut pas privatiser. Ce n'est pas du tout possible. Alors, par après, il y a Linus Torvald qui a intervenu. Lui, il a créé le noyau. Parce qu'au niveau de GNU, ce qui manquait, c'était le noyau. Donc, lui, il a créé le noyau Linux. Alors, le noyau, qui est le chef d'orchestre, c'est ce qui manquait à GNU. Donc, ces deux se sont associés pour créer GNU Linux, qui est un système d'exploitation complet. Donc, c'est un abus de langage d'appeler les distributions GNU Linux Linux. Il faut donner chacun le travail qu'il a fait, tout en sachant que Matthew Stallman a contribué de manière philosophique, mais pratique aussi, à l'élaboration de ces distributions. Parce que ce qui fait la spécificité du noyau de Linux, c'est que quand Linus Torvald, alors il était universitaire, a travaillé sur le noyau, il a mis sous la licence libre. C'est ce qui a permis le développement rapide de ce noyau. Comme pour vous dire que quand un logiciel est sous licence libre, ça permet d'augmenter la créativité, hein, et les étudiants peuvent utiliser ceci pour pouvoir créer d'autres choses. C'est ce qui a permis à Linus Torvald de pouvoir mettre ce noyau qui est le plus utilisé quand même au niveau du monde libre. Donc, ces deux se sont associés pour créer GNU Linux. Alors, il existe plusieurs distributions, mais toujours en parlant de Richard Stallman, sachez qu'il a un site, il y a un site qui existe à ce niveau qui est GNU, GNU.org. À ce niveau, vous pouvez trouver tout ce que vous devez savoir sur les logiciels libres, les avantages, l'importance, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas peut-être dit ici, mais il y a tout ce qu'il faut savoir à ce niveau et de quoi, comment il faut
quelles sont les idéologies qui sont derrière les logiciels libres, quelle est l'importance d'apprendre aux étudiants au niveau de l'éducation, au niveau du gouvernement aussi, quelles sont les mesures à prendre, à mettre en place au niveau du gouvernement pour que réellement les logiciels libres soient, pour faire la promotion des logiciels libres. Et pourquoi faire la promotion des logiciels libres? C'est très intéressant, c'est un site qui est bien fait, bien détaillé et en français, c'est accessible. C'est possible de traduire aussi dans d'autres langues. Donc, ça, c'est une partie qui demande beaucoup de réflexion, mais c'est intéressant à ce niveau. Donc, il existe plusieurs centaines de distributions, plus de 500 distributions GNU Linux, comme pour vous dire que lorsque la connaissance est à la disposition de tout le monde, ça accroît de façon exponentielle. Windows, jusque-là, ça ne dépasse pas plus de 10 versions. On est à Windows 10 actuellement. Donc, ça ne dépasse pas plus de 10 versions. Donc, c'est ce qui veut dire que vu que le code source se limite à une seule entreprise, c'est pourquoi ça n'accroît pas. Mais avec GNU Linux, c'est à la disposition de tout le monde. On a plus de 500 distributions. Pour pouvoir voir ceci, vous pouvez partir sur DuckDuckGo. Alors, quand on commence à une logique, il faut partir jusqu'au bout. Si vous optez pour le monde libre, il faut abandonner Google. Ils sont tous les mêmes. Google, Windows, ils sont tous les mêmes. Donc, il y a un moteur de recherche qui est efficace, qui est DuckDuckGo, qui est libre aussi. C'est un moteur de recherche que vraiment chacun doit donner de lui-même pour que ça parte en avant. Qu'est-ce qui améliore le fonctionnement de ces logiciels libres? C'est que surtout les moteurs de recherche, que beaucoup de personnes puissent l'utiliser. De plus on l'utilise, de plus l'algorithme est performant. Donc il faut faire autant de recherches qu'il faut sur ces moteurs de recherche. Il y en a d'autres aussi qui sont libres. Il faut les utiliser, c'est très intéressant parce qu'il faut s'y mettre dès maintenant pour ne pas que ces logiciels soient en arrière. Il faut enlever Google de vos moteurs de recherche. Voilà, parce que non seulement Google utilise vos informations obligatoirement et il se fait de l'argent avec ceci. Voilà, vos vies privées ne sont pas à votre il n'y a pas de confidentialité, donc vos données sont directement transmises à leur niveau. Ils savent tout ce que ils savent plus sur vous que vous-même. Donc, on va dire par exemple liste of on va dire la liste des distributions Linux. Par exemple, ici, à ce niveau, si on vient au niveau de Wikipédia, par exemple, Wikipédia est un exemple de l'ouverture de la connaissance. C'est l'encyclopédie la plus grande encyclopédie au monde. Pourquoi? Parce que c'est participatif. Lorsque on permet à tout un chacun de nous d'ajouter à la connaissance générale, ça permet d'accroître la connaissance. Wikipédia est dans ce sens aussi. Donc ceux qui veulent contribuer sur Wikipédia, même s'il y a beaucoup de mensonges, parce que c'est tout le monde qui contribue, on peut quand même à travers certaines connaissances de trier des informations, parce que c'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Il faut qu'on puisse savoir ce qui est vrai et faux. Donc partout, on peut trouver des mensonges et des vérités. Donc il faut savoir trier l'information et prendre ce qui est bon là-dedans. Donc voici la liste des distributions GNU Linux. Donc voyez-vous, c'est beaucoup. Donc ici, on a des distributions principales comme Debian. Ubuntu par exemple dérive de Debian. On a Slackware ici et autres Red Hat qui est là aussi. Il y a d'autres aussi qui existent. Donc ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr. Donc vous pouvez trouver toutes les distributions que vous voulez et à votre convenance. Alors, on va les classifier, on va essayer de la classifier. On a des distributions grand public comme Fedora, OpenSUSE, Ubuntu. Ça ne veut pas dire que ces distributions ne peuvent pas être utilisées dans d'autres comme des distributions professionnelles. Ubuntu, par exemple, il y a beaucoup de serveurs qui tournent sous Ubuntu. Fedora, la même chose, et OpenSUSE. Bon, SUSE, bien sûr qu'il y a sa version professionnelle qui est OpenSUSE, qui est SUSE. Donc, on a les distributions mobiles aussi comme Ubuntu, qui est une distribution mobile. Ubuntu, on peut le mettre sur une clé et démarrer sur la clé, ce qui fait que ces distributions sont magnifiques.
Linux, GNU Linux est magnifique. Donc, on a les distributions professionnelles aussi. Donc, voici, prend fin cette première vidéo où je vous ai essayé quand même de vous présenter GNU Linux, l'importance d'utiliser les logiciels libres et tout ce qui va avec. Donc, à ce niveau, on va dans les prochaines vidéos vous présenter comment utiliser ce système d'exploitation. Avant, j'étais sur Windows, j'hésitais de venir sur Linux, mais bon, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, quand même, pourquoi je suis là d'abord? Puisque l'éthique ou les différents principes que moi j'essaie de défendre ne sont pas en conformité avec ce que défendent les logiciels propriétaires, notamment Windows, qui exploitent les gens, qui ne permettent pas le développement de la connaissance. Même si on prend actuellement l'innovation, ces grands groupes ont empêché l'innovation. Lorsqu'il y a une entreprise qui commence à faire sortir sa tête, il le paye directement. Une autre entreprise, il le paye. Et comme ça ne fait pas progresser la connaissance parce que quand ils payent ces entreprises, ils stockent l'information qu'ils ont au sein de l'entreprise et c'est ce qui permet c'est ce qui bloque la connaissance de grandir. Ça ne permet pas d'accroître la connaissance. Donc, je vous invite tous à venir sur des logiciels libres. Vous pouvez trouver un grand nombre de logiciels et voyez vraiment, avouez avec moi que Linux c'est vraiment joli quand même. Regardez l'interface qui est là. Hein. Et les logiciels qui sont là sont catégorisés. Vous pouvez trouver dans tous les domaines. Par exemple, vous voulez le développement, l'éducation, hein, ceux qui tiennent un peu à ça. Il y a plein de logiciels d'éducation et tout. Et ces logiciels sont bien triés. Ce sont des gens qui travaillent vraiment sur ces logiciels pour pouvoir mettre à la disposition de tout un chacun. Apprenons le monde libre à nos enfants. Apprenons certains réflexes à ne pas utiliser Google, à ne pas utiliser les différents services comme Google, les Google Cloud et autres. Il y a des alternatives à tout ceci. Donc voici des logiciels par exemple au niveau de l'éducation. Il y a tout, il y a presque tout ici. Hein. C'est magnifique. Ces gens, ils font un travail magnifique. Ils font de l'ingénierie pour pouvoir prendre les logiciels qui sont propriétaires et les faire des logiciels libres. Ils prennent, ils étudient, ils essayent de voir le comportement et reproduisent ceci. Donc si on ne les encourage pas, c'est la connaissance qui s'enterre. Et dans l'évolution de l'humanité, à chaque fois qu'on essaye de privatiser la connaissance, toute civilisation qui privatise la connaissance, cette civilisation est vouée à disparaître. On a vu avec l'Égypte. L'Égypte, la connaissance était limitée à un caste et ceci a conduit la disparition complète, non seulement de l'Égypte antique, mais aussi des connaissances qui allaient avec. Jusqu'à présent, les gens sont en train d'étudier les pyramides. Si les connaissances autour des pyramides étaient à la disposition de tout le monde, il y en aura certainement des gens qui allaient faire beaucoup plus que ces pyramides alors que c'est une construction gigantesque qui est devant nous. Actuellement, en Europe, c'est ce qui se passe aussi. Les gens sont en train de privatiser la connaissance et j'ai peur pour eux parce que quand on privatise la connaissance, du coup, la civilisation disparaît. Parce que la connaissance est la base de toute évolution humaine. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y a des choses que j'ai oublié de dire ou je n'ai pas dit. Prochainement, on va commencer vraiment le vif du sujet et parler d'autres sujets qui sont importants. Si vous avez des remarques ou autres suggestions, mettez-les en commentaire. Je suis un débutant. J'essaye de donner ce que je pense sur ces sujets. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-les en commentaire. Ça va nous permettre d'accroître cette connaissance aussi parce que c'est ce qu'on cherche. L'idéal est que chacun participe à la construction de la connaissance collective. Et enfin, ça c'est que la connaissance est un bien. La science ou la connaissance est un bien public. La partager est un devoir. Merci et au revoir.